Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la première étape du Tour des Alpes. Tous les soirs on fera un débrief de ce Tour des Alpes, sauf peut-être mercredi. Alors mercredi je ne sais pas encore parce qu'il y a la Flèche Wallonne plus ce Tour des Alpes. Donc on va voir comment ça va se goupiller au niveau programme télé. Je crois que je pourrais faire les deux. Après est-ce que les deux seront uploadés en soirée? Je ne sais pas, ça sera priorité à la Flèche Wallonne. De toute manière, mais est-ce que voilà, ça dépendra de comment ça se passe au niveau de l'upload. Tour des Alpes, c'était la première étape, une première étape qui était vallonnée quand même sur la fin de journée. Hein. Il y avait deux petites bosses, plutôt des longues bosses sur la fin de journée, et avec un scénario digne d'un thriller, vraiment, avec un suspense jusqu'au bout. Et la victoire d'un coureur échappé, Geoffrey Bouchard. On va revenir bien entendu sur le bilan des Bleus, on en parlera de Geoffrey Bouchard, top et flop comme d'habitude. Et puis on fera la présentation de cette deuxième étape, rapidement, présentation de la deuxième étape de ce Tour des Alpes. On commence tout de suite, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire ce que vous avez pensé de la course, ce que vous avez pensé des Bleus. N'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et quand vous vous abonnez à la chaîne, ce qui est déjà très bien, vous pouvez également mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Tour des Alpes, étape 1, on commence tout de suite. Donc une étape, un scénario incroyable avec un énorme suspense, avec un Geoffrey Bouchard qui nous a fait peur parce que c'est vrai, comme le disait assez justement Cyril Guimard, il fait quand même des erreurs, notamment dans la descente de la première bosse. Il fait pas une bonne descente, hein, on sent qu'il n'est pas hyper à l'aise sur son vélo. Et puis ensuite, quand il se prend la cassure, aussi parce qu'il tente de faire participer les deux coureurs qui ont été lâchés dans la première bosse, ensuite sur le plat, ce qui était une erreur. Il a voulu garder trop longtemps, je pense, la cohésion du groupe, alors qu'on sentait bien que c'était le plus fort. Et puis il aurait pu se faire avoir si Zwihoff, le coureur de la Bora, n'avait pas fait d'erreur non plus, n'avait pas un peu souffert sur la fin de course, surtout plus qu'une erreur. Donc il est passé à ça d'échapper à la victoire parce qu'il a commis quelques erreurs. Après, c'est la première victoire de sa carrière, donc c'est aussi peut-être normal qu'il ait fait des erreurs. Surtout que c'est pas un coureur qui a énormément d'expérience dans les pelotons, mais on y reviendra. Donc ça fait 2 jours d'affilée que le peloton se fait avoir, presque. Si on considère que le deuxième peloton s'est fait avoir par Van Barle sur Paris-Roubaix. Là encore, mais j'ai envie de dire qu'on peut voir un petit peu des corrélations entre ces deux courses. Le peloton a mis beaucoup de temps avant de réagir. Alors c'est fou parce que sur cette étape du Tour des Alpes, l'échappée n'a jamais eu de plus de 6 minutes. Donc sur un parcours comme ça, j'ai envie de dire que sur la première partie de journée, le peloton contrôle bien. Et puis après, le problème c'est qu'on leur laisse 4 minutes à 40 bornes de l'arrivée. C'est-à-dire qu'à 40 bornes de l'arrivée, ils avaient encore 4 minutes d'avance, les cocos. Beaucoup trop. Surtout que la fin de journée était plutôt descendante. Hein. On descendait ce long col et puis on avait une montée qui au final n'était pas très difficile. Donc c'était pas simple de rentrer sur un mec qui avait 4 minutes. Il fallait pas leur laisser autant d'avance et on leur a laissé beaucoup d'avance, je pense, parce qu'on a voulu conserver les sprinters le plus longtemps possible. Et puis bon, sur la fin, on a dit merde aux sprinters. Et ce qui fait qu'on a même des cassures entre les différents leaders pour le général, on y reviendra. On commence tout de suite par le bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je commence bien entendu avec le vainqueur du jour, Geoffrey Bouchard, le coureur d'AG2R. Il nous a fait quand même une course impressionnante. Impressionnante parce que au niveau cardiaque, j'ai souffert aujourd'hui hein, avec Geoffrey Bouchard. J'étais devant la télévision. Il disait, quand je vois qu'il reste 25 km, 3 minutes, je me dis, ils ont perdu quand même pas mal de temps dans les descentes, ça va peut-être être compliqué. Et puis, j'ai commencé à y croire vraiment quand j'ai vu la dernière montée, où je vois que la dernière montée déjà n'est pas très difficile. Et je vois surtout que derrière, il n'y a pas forcément une très grande organisation dans le peloton. Et là, je me dis, ça peut peut-être le faire. Mais de nouveau, à 3 bornes de l'arrivée, là, dans ce faux plat montant qui n'était pas répertorié au classement de la montagne, qui était assez peu visible même sur le profil, là j'ai ressouffert. Mais vraiment, je peux vous dire, j'étais très concentré derrière l'écran de télévision.
Un peu comme hier devant Paris-Roubaix, parce que Paris-Roubaix, c'est vrai que je m'étais un peu foutu. Enfin, la phrase de Alexandre Pastor, elle est vraie. C'est vrai que c'est 6 heures d'apnée. J'ai fait 6 heures d'apnée, moi, devant Paris-Roubaix. Hein. À la fin, j'étais bien lessivé. Quand j'ai fait la vidéo, j'étais un peu lessivé. Mais là, ouais, gros stress devant la télé, parce que je me dis, Bouchard, est-ce qu'il va pas regretter ces petites erreurs qui font qu'il perdrait la course pour 15 secondes, un truc comme ça, 15-20 secondes. Je me dis, ça a joué à pas grand chose, à pas grand chose, à pas grand chose. Et puis après, en fait, ce qui l'a sauvé, c'est que ça a attaqué derrière. À 2 km et demi, il y a une attaque des Buitrago, et ce qui fait que ça désorganise le train. S'il n'y avait pas eu ces attaques, peut-être il aurait eu du mal à s'imposer. Mais c'est une belle victoire pour un coureur qui, quand même, ces dernières années, fait partie des meilleurs coureurs français sur les gros tours. Parce que je rappelle que Geoffrey Bouchard, c'est quand même 2 maillots de la montagne. Certes, j'avais été un petit peu critique avec lui sur la dernière Vuelta, mais quand même une 14e place sur la dernière Vuelta. C'est également une 8e place sur l'UAE Tour cette année. Voilà, il y a quand même eu des résultats. Et 4e de Paris-Camembert en début de saison, donc 8e de l'UAE Tour. L'année dernière, en fait, j'avais critiqué parce que pour moi, l'objectif autour de Geoffrey Bouchard, c'était qu'il joue le général, qu'il tente de jouer le top 10, et puis il avait fait 14e, et je trouve que il y a certains jours où il avait été vraiment en difficulté, alors qu'il avait fait top 10 sur le Tour de Burgos. J'avais trouvé, c'est dommageable, parce qu'il avait fait un bon Tour d'Italie, c'est vrai. Même si, sur son Tour d'Italie, où il prend le classement de la montagne, il faut aussi relativiser, c'est que Gino Meder, qui aurait été l'adversaire numéro 1, abandonne assez vite. Donc en fait, Geoffrey Bouchard s'est retrouvé en lutte face au leader de la course pour le général. Ce qui fait que la lutte a été un petit peu différente, mais 9e des championnats de France également sur route, qui était difficile l'année dernière. Donc c'est quand même une bonne saison, et pour le moment, il est quand même très fort. Coureur qui est arrivé chez les professionnels tardivement, qui a 30 ans, mais qui n'a que 4 saisons dans les pattes, c'est sa 4e saison. Donc c'est ça qui est enfin 4e saison complète, parce qu'il y a une demi-saison en tant que stagiaire en 2018. Mais c'est ça qui est assez fort. Qui est assez fort. Et encore, quand il fait sa demi-saison, il fait 6 jours de course. Hein. Et encore 5, il a dû faire que le Tour de Poitou-Charentes. Mais c'est un coureur qui est assez surprenant, parce que il se croyait presque perdu pour le monde professionnel. Il se disait, bon, il n'y a que les équipes de Continental qui vont vouloir de moi. Et puis un physique qui n'est pas forcément... Enfin voilà, 1m77, ça commence à être grand, on va dire, même si maintenant on a des coureurs de plus en plus grands en montagne, mais ça veut dire que derrière tu as des petits désavantages. Et puis voilà, il commençait à avoir des doutes à cet âge-là, quand tu as 27 ans et que tu toujours pas, enfin 26 ans et que tu toujours pas chez les professionnels. Oui, tu te dis que ça va être compliqué. Tu commences à réfléchir à un autre plan de carrière. Et puis derrière, il arrive chez AG2R. AG2R qui l'a bien repéré quand même, parce que il n'était pas sur les tablettes de beaucoup de monde. Il remporte le Tour d'Alsace. Puis après, derrière, il arrive dans le monde professionnel. Et pour le moment, il fait vraiment un super boulot. Maillot de la montagne du Tour d'Espagne, du Tour d'Italie. Il manque plus que le Tour de France. Ça va peut-être être cette année, mais c'est vraiment un très bon coureur. Et c'est vrai qu'il lui manquait une victoire. Ça va peut-être débloquer quelque chose chez Geoffrey Bouchard. Il va peut-être enfin se dire, j'ai les capacités de faire, de réussir au top niveau. Donc bravo monsieur Geoffrey Bouchard, bravo pour ces émotions là, qu'il m'a transmis, parce que vraiment j'étais... j'avais le cœur qui battait à 100 à l'heure, hein, vraiment devant la télé, je peux vous dire, il m'a fait peur ce con. Ah non, j'ai plus l'âge pour ces conneries. Mais vraiment, ouais, c'était un gros stress. On peut saluer également chez AG2R Félix Gall qui fait 5e. Il est en forme, Félix Gall, hein, parce que j'en ai déjà parlé. Je ne sais plus sur quelle course. Tour du Pays Basque. Non, j'en ai pas parlé, où il a fait 12e du général. Ça doit être le Tour du Pays Basque où j'en ai parlé de Félix Gall à un moment. Mais très bon Félix Gall, donc voilà, 12e du dernier Tour du Pays Basque, qui est quand même une course difficile, la 5e de cette première étape du Tour des Alpes, donc il est vraiment dans le bon peloton. C'est pas mal pour le pur produit de la Sunweb, qui a rejoint G2R là en ce début de saison, 24 ans. Solide pour le moment, l'Autrichien.
ce qu'il fait. Il se plaît bien du côté de l'air français. Et puis l'avantage, c'est qu'en plus, ce Tour des Alpes passe, je crois, fait une incursion du côté de l'Autriche. Donc ça va être intéressant pour Félix Gall, il va être quasiment à la maison. Sivakov, rapidement, est fini 8e. Je voulais revenir sur Romain Bardet. Pourquoi Romain Bardet? Parce que 3e. Aujourd'hui, Romain Bardet, le français, il prend des bonifs. 4 secondes de bonification aujourd'hui pour Romain Bardet. C'est une course qui peut lui convenir pour aller chercher le général de cette course, Romain Bardet, parce que y a déjà pas de contre-la-montre, c'est que de la montagne. Donc forcément, c'est plutôt l'idéal pour lui. C'est 5 jours de course, il aime bien ce genre d'événement. Et puis je pense qu'il a besoin un peu de se rassurer parce que c'est vrai qu'il a fait 12e de Tirreno sans que ça soit mauvais, il n'y avait pas forcément des grandes sensations. Donc voilà, il a besoin maintenant de se rassurer un petit peu avant un objectif qui va être important pour lui, ça va être le Tour de France. Mais voilà, il a besoin de montrer que voilà, il est en forme, qu'il a les jambes et qu'il est en capacité de faire des belles performances. Disons, ça m'en a fatigué là d'être stressé devant la télé. Mais Romain Bardet, bah voilà, 3e, des bonifs. C'est un bon début pour le coureur français, donc on va voir ce que ça va faire dans les jours à venir. Attila Valter également. Pourquoi? Parce qu'il est dans le premier groupe. Attila Valter, il finit 17e, le coureur de la Groupama. J'ai mis en léger flop vraiment parce qu'il fallait mettre un flop aujourd'hui. Thibaut Pinot qui se prend une cassure en 9 secondes, qui n'était pas dans la roue des hommes de tête. Il était dans un deuxième groupe quand ça a pété. Donc on peut avoir peut-être des inquiétudes pour Thibaut Pinot quant à sa condition physique. Surtout que je rappelle que sur le tour, sur la classique Grand Besançon, c'était un peu la cata. Et que il revient quand même de 2 chutes sur le tour de la Sarthe et puis 2 grosses chutes. Donc on va voir après. Thibaut Pinot, il est un peu dans une période là où il court, mais son objectif c'est le Tour de France. Donc on est encore mi-avril, j'ai envie de dire. Le Tour de France c'est encore dans 2 mois et demi. Donc il n'y a peut-être pas forcément besoin de montrer à tout le monde qu'il est en forme, même si il va arriver à la fin d'un bloc de travail, je pense, après le Tour de Romandie. Mais ce Tour des Alpes est aussi en préparation pour le Tour de Romandie. Et puis il a été sur le Tour des Alpes, je pense aussi, Thibaut Pinot, parce qu'il adore l'Italie. C'est pas une surprise depuis sa victoire sur le Tour de Lombardie. Donc l'objectif, c'est peut-être plutôt de faire des efforts pour attraper une condition physique au moment du Tour de Romandie, ensuite faire les stages de reconnaissance de parcours du Tour de France au mois de mai pour revenir au Tour de Suisse au mois de juin et ensuite enquiller sur le Tour de France 15 jours après. Il y a peut-être une idée aussi derrière la tête de Thibaut Pinot de ce côté-là. Je poursuis du côté des Français. C'est fini du côté des Français. Donc on passe tout de suite au coureur au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, je commence avec Buitrago, le coureur de la Bahreïn, alors qui finit 11e. Vous allez me dire, t'es complètement débile, t'aurais dû mettre plutôt Pello Bilbao. Certes, Pello Bilbao fait 2e, mais Pello Bilbao qui remporte un sprint en petit comité, c'est pas vraiment une surprise. Par contre, Buitrago, pourquoi je dis bravo Buitrago? Parce qu'il a fait une putain d'attaque là dans le final, enfin dans les 3 derniers kilomètres là, ce costaud. Et c'est important parce qu'il y a des places à prendre chez Bahreïn sur les grands tours, parce qu'avec le malaise cardiaque de Colbrelli, on a peut-être changé les plans également sur les grands tours, donc il y a peut-être des places à prendre. Buitrago, il m'a fait vraiment une très très belle impression. Je ne sais pas quel est son programme, je regarde tout de suite sur Pro Cycling Stats. Tour des Alpes et Liège, moi je trouve qu'il m'a fait une très très belle impression. Liège, où il sera certainement autour de Caruso. Buitrago, ils auront une belle équipe en passant Bahreïn autour de Caruso, s'il y a Buitrago en plus. Mais il y a des places à prendre chez Bahreïn. Et je trouve qu'il a fait vraiment une attaque assez sensationnelle dans le final. Et du coureur de 22 ans, qui, encore une fois, j'avais dit, je trouve, a mis un petit peu de temps avant de passer du cap d'espoir à vraiment professionnel, à vraiment dans les élites. Je pense qu'il est arrivé un peu trop tôt. La Bahreïn l'avait recruté dès 2020. Je pense qu'il aurait presque fallu attendre cette année, en fait, pour Buitrago. Mais je rappelle, vainqueur de la 2e étape du Saudi Tour, 2e du général au final, donc 11e de cette première étape, 11e de l'étape 3
du Tour de Catalogne. Bon voilà, Buitrago, il y a quand même des petites performances, alors que l'année dernière c'était un peu plus compliqué pour Buitrago. Je me souviens même, je l'avais pas trouvé incroyable au championnat du monde en Belgique, mais voilà, j'avais eu un petit peu de mal avec Buitrago, pourtant il avait fait 8ème du Tour de Burgos. Mais ça m'avait pas marqué plus que ça, cette place-là de Buitrago. Je poursuis avec les coureurs au top. On va aller assez vite aujourd'hui, hein. J'ai l'impression sur les coureurs au top. C'est Miguel André Lopez. Pourquoi Miguel André Lopez? Je trouve qu'Astana a énormément roulé dans le final. Alors déjà, il est dans le premier groupe, hein. Miguel André Lopez, il est 12ème de l'étape, juste derrière Buitrago. Pourquoi je le mets au top? Miguel André Lopez, c'est le travail qu'a fourni Astana. Ça montre qu'on a confiance en Miguel André Lopez. On aurait pu avoir des doutes parce que Miguel André Lopez, c'est un peu mi-figue, mi-raisin. Voilà, bon, y a des fois où ça marre, des fois où ça va pas. Du côté de Miguel André Lopez, qui en plus repart sur une vraie saison, parce que l'année dernière, faut se souvenir que sa saison avait été tronquée. Il avait commencé très tard l'année dernière, hein. Il avait commencé, c'était au Tour de Romandie. Il avait commencé fin avril. Je sais plus c'était quoi sa course, je peux regarder tout de suite. Mais il avait commencé au Tour de Romandie, oui, donc fin avril. Bon, ça s'était pas très bien passé chez Movistar sur la fin, hein, avec ce départ où on en saura plus parce qu'il y a le documentaire autour de la Movistar qui va arriver très bientôt, je crois. Donc on en saura plus à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'il avait bien commencé la saison, Tour d'Andalousie, il prend la 3ème place, c'est vraiment pas mal ce qu'il fait. Et puis derrière, chute sur l'Estrade Bianche, Tirreno Adriatico qui est très difficile pour lui parce que des douleurs un peu partout suite à cette chute d'Estrade Bianche. Donc là c'est vrai que sur ce Tour des Alpes, il a envie de se remontrer et puis lui il a l'objectif du Giro, Miguel André Lopez. Donc voilà, hein, c'est vrai que là le Giro c'est dans 18 jours. Donc c'est maintenant qu'il faut se montrer pour Miguel André Lopez, c'est vraiment la course de préparation. Mais ce que j'ai vu d'Astana aujourd'hui m'a vraiment intéressé. Astana qu'on n'a pas vu depuis le début de saison, hein. C'est l'équipe avec EF, avec DSM, ça fait partie des 3 équipes qui ont pris le moins de points depuis le début de saison, on les a très peu vus. Au final Astana, au niveau UCI, mais j'ai bien aimé ce qu'a fait de la Cruz, notamment dans le final, et Nao aussi a beaucoup travaillé, donc ça c'est intéressant. L'équipe est quand même intéressante aussi parce qu'il y a Dombrovski, Felliné, donc bon après il y a Natarov et Pronsky, les 2 Kazakhs, mais je dirais qu'il y a quand même une équipe qui est un petit peu solide pour Astana, qui est quand même pas sur une bonne passe en ce moment. Et puis je termine avec les tops, avec donc le coureur de la Bora, c'est Zviov, parce que j'ai peur de mal prononcer, c'est Zviov à l'allemande. Zviov, voilà, même précisément. Belle échappée quand même. Il a failli piéger Bardet quand même avec son attaque, parce que pas Bardet, Bouchard. Avec son attaque, il a failli faire ça. Je pense que son problème, c'est qu'il a bien craqué dans le final. Je pense qu'il y avait plus beaucoup d'essence dans le moteur à ce moment-là, qu'il avait beaucoup donné pour s'accrocher à Bouchard dans la pente précédente, dans la côte précédente, et que ça a été un peu compliqué pour lui. Donc grand gabarit Zviov, à peu près 1m82, 61 kg. Et moi je l'ai trouvé plutôt bon. Ce que disaient les commentateurs, il vient du VTT. Il n'aurait pas eu une grande carrière du côté du VTT. Ça fait depuis 2 ans qu'il est professionnel chez Bora. Pour le moment, pas vraiment de grands résultats à la Bora, hein. Beaucoup d'abandons et pas beaucoup de grandes courses. L'année dernière, il fait 62 jours de course, mais son meilleur résultat, je crois que c'est une 13e place sur la première étape du Tour du Burgos. 19e du général, déjà au Tour de Burgos quand même. Une Vuelta où il finit 47e. Et en 2020, j'ai qu'un résultat sur une course polonaise, donc j'ai pas plus de choses. Et là, en 2022, c'est pas mal pour un moment ce qu'il fait le coureur allemand, qui a quand même un spécialiste du cyclocross, hein, 5e chez les U23 et 4e en 2017-2018. Il est pas revenu depuis. Mais je trouve que voilà, c'est intéressant, 28 ans. C'est vrai qu'on voit de plus en plus des profils
un peu différent, avoir des profils qui arrivent très jeunes, mais on arrive quand même encore à avoir des profils de coureurs qui arrivent à 27, 28 ans chez les professionnels. Je pense à Koretsky, notamment qui vient du VTT. Voilà, c'est bien qu'il y ait des équipes encore qui se disent pas que à 25 ans c'est fini. On peut avoir des coureurs qui arrivent sur le tard. Ça arrive dans d'autres disciplines, hein, des mecs qui performent tardivement. Qui mettent du temps avant d'être au top, et c'est bien de leur laisser du temps à ces coureurs-là, même si pour l'instant il y a peu de performance au niveau du haut niveau, mais là je trouve qu'il a pris vraiment une belle échappée. On passe tout de suite au bonnet d'âne. On va faire rapide sur les bonnets d'âne. Moi j'ai mis Rosé, Joachim, Roras. C'est le type de parcours avant qui lui convenait, hein. Roras, voilà. Le mec finit quand même très loin. Roras, c'est quand même maintenant un peu une ombre. C'est un coureur qui est plus tout jeune non plus, hein. Ça c'est clair et net. Mais là, tu vas pas me faire croire qu'il y avait énormément d'opposition. Ça restera quand même un peu une déception, Roras, parce qu'il avait des qualités. C'était Sagan avant Sagan, pour vous expliquer, Roras. Il n'a jamais vraiment réussi à performer au haut niveau. Coureur qui avait commencé dans une belle équipe, Liberty Seguros, Manolo Sens, si tu nous écoutes, mais qui n'a jamais été très performant. Alors il y a quand même 10 victoires chez les professionnels, souvent placé, rarement vainqueur, Horace. Ça sera un peu le résumé de sa carrière. Et puis bon, voilà, ça fait quand même depuis quelques années qu'il n'y a plus grand chose, quoi, hein, chez Horace. Dans ce cas-là, tu le prolonges pas. Enfin, si c'est pour avoir un coureur qui, même en tant qu'équipier, on ne l'a quasiment pas vu aujourd'hui. Donc voilà, Roras, il n'y a plus aucun résultat. Son dernier top 10, ça remonte à quand? Attendez, je vais essayer de retrouver le dernier top 10 de Roras. Ça va peut-être prendre du temps, on va regarder en 2021. Ça ne veut pas s'afficher. Dernier top 10, dernière étape du Tour de Burgos. Quatrième étape du Tour de Burgos. Voilà, donc il y a très peu de résultats aujourd'hui pour lui. Bon, il fait partie des meubles de chez Movistar, mais chez Movistar, vous en avez pas mal des coureurs comme ça qui aujourd'hui ne performent pas beaucoup et sont conservés. Chez les Espagnols de la Movistar, il y en a quand même pas mal qui sont pas très bons. J'ai mis des marquis. Pourquoi? Parce que abandon. On peut pas dire que pour le moment, le début de saison d'Alexandro De Marquis soit excellent. C'est dommage parce que c'est un coureur, lui aussi, hein, dans les espoirs un peu décevants. Bon, De Marquis, il était hyper prometteur. Moi, je me souviens à la Calendael, sur ses premières années à la BMC, moi je disais toujours, c'était le Thomas Voeckler italien. C'est un coureur qui avait, quand il était dans une échappée, tu savais qu'elle allait au bout, comme Thomas Voeckler. Et puis, il s'est un peu perdu à la fin chez BMC, où il avait un rôle d'équipier, chez CCC. On ne sait pas trop ce qu'ils ont voulu en faire. Chez Israël, l'année dernière, il y a une victoire. Il n'y a pas une victoire, non. Il avait pris le maillot sur le Tour d'Italie. Après l'étape de Sestola. Puis ensuite, il avait souffert pendant la fin de la course. Il avait abandonné. Mais De Marquis, je trouve que il avait vraiment alors il a remporté les 3 Vallées Vérésines, mais il avait vraiment des qualités peut-être pour réussir à faire un peu mieux que ça, même si sa carrière est pas mauvaise, mais pour réussir peut-être à faire une chouille mieux. Et donc depuis le début de saison, c'est pas foufou. Abandon sur le Tour de Catalogne dès la première étape. Hors délai sur la 6e étape du Tour du Pays Basque, donc la dernière. Grand Camino, 58e au général, 99e de Milan-Torino. Pour l'instant, il n'a pas les jambes. Normalement, il doit faire le Giro. C'est quand même pas hyper rassurant pour le coureur italien. Et puis, allez, pour finir, je voulais vous donner le classement de Christopher Froome aujourd'hui, qui était en reprise, Froome. Eh bien, il finit 73e à Sot 21. Non, il avait fait la semaine internationale copier Bartali. Je ne l'avais pas vu, la semaine internationale copier Bartali, mais moi je ne l'avais pas vu depuis l'année dernière. Bon, on reste sur les mêmes bases, hein, du côté de Froome. Moyennement une surprise, hein. Je l'avais dit que Israël avait pris un énorme risque en le recrutant, je l'avais dit en 2020. 2 ans après, hein, on a, je crois, bien la confirmation. On finit avec l'étape 2.
petite présentation de cette étape 2. On aura deux côtes entre Primiero, San Martino di Casrozza, on arrive aujourd'hui, et Lana. Il y aura pour commencer le Passo Rollé, on partira au pied du Passo Rollé, donc 21 km 500. Pas des grosses pentes sur le Passo Rollé, ça oscille entre 5, 6, il y a un petit moment à 7, 6. Entre le kilomètre 10 et le kilomètre 11, mais je dirais que c'est assez régulier quand même et c'est pas des grosses pentes. Et puis ensuite, on aura le sprint intermédiaire à Cavalizze et après 78 km, 80 km, on attaquera le Mandel Pass, le Passo della Mandola, côte de première catégorie, côte de 16 km à 6,5 de moyenne. La difficulté se situe surtout sur la deuxième partie de montée, mais c'est pas non plus infranchissable pour ces coureurs, mais ce sont deux montées longues. La difficulté sera la longueur de ces montées, et puis surtout après le Mandel Pass, ça redescend un peu, mais on attaque ensuite le Gampen Pass. Juste après, avant la descente du côté de Lana, on aura, je pense, un premier passage sur la ligne. Et 11 km après, on aura l'arrivée du côté de Lana dans cette deuxième étape. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Méric Production. Ciao, ciao!